Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, et sur l'écran actuellement, on va parler du film de Demon Slayer qui est sorti le 17 septembre 2025. Donc normalement cette vidéo va sortir samedi, donc le 20, parce que là il n'y a rien de prévu sur la chaîne. Donc normalement ça va sortir le 20. Moi voilà, je tourne directement après avoir regardé le film. Voilà, donc je l'ai vu Day One, tout simplement. Alors, il y a plein de choses à dire concernant ce film. Donc déjà, j'ai pas du tout préparé la vidéo. Je me suis dit que j'allais directement réagir à chaud comme ça, direct après, voilà, comme ça moi je me souviens de tout. Donc je prépare pas, on va en mode freestyle. De toute façon, c'est sur la chaîne secondaire, donc voilà, tout simplement. Alors, donc je vais ajouter un peu de contexte. Le dernier épisode de la dernière saison s'est arrêté au moment où Muzan arrive chez les piliers, tout simplement, pour tuer Kaguya. Je confonds avec le perso de Naruto. Bref, donc du coup, voilà, sauf que le temple explose, puisque Kagaya avait tout prévu. Il savait que Muzan allait arriver. Du coup, le temple explose sur Muzan. Tamayo arrive et on va dire bloque Muzan. Du coup, après, on a tous les piliers qui arrivent pour se battre contre Muzan, sauf que, en fait, c'était un piège, voilà, double piège. Et du coup, tous les piliers sont emprisonnés dans la forteresse maudite, qui est le pouvoir de... Je crois qu'elle s'appelle Nakime, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus des noms. On va voir. C'est quoi le nom? Je crois que c'est Nakime. Non? Non, Nakima. Non, c'est quoi? Ou Makima, je sais plus. Bref. Le démon avec sa guitare et sa forteresse. Tout simplement, donc du coup, ça veut dire en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, à la fin du dernier épisode, nous avons tous les piliers qui sont amenés au même endroit. L'endroit en question qui est... l'endroit qui est tout simplement... Ouais, donc c'est bel et bien Nakime. Hein. Voilà, je vais vérifier. L'endroit où il y a toutes les lunes. Donc en fait, ça veut dire que voilà, on sait à ce moment-là que ça va être... qu'on est un peu sur la fin, vu que tous les personnages du manga, littéralement, sont regroupés au même endroit. Et donc du coup, voilà, on sait que ça va se terminer en grosse bataille générale. Et donc là, du coup, on nous annonce 3 films à la fin de la saison. Et du coup, le premier film est enfin sorti un an après, un an voire un peu plus après la dernière saison. Donc du coup, forcément, moi j'avais hâte. Faut savoir que ça fait un mois peut-être que j'ai pris ma place. La salle était pleine, vraiment. Donc c'était assez dingue. Donc du coup, voilà, grosse hype autour du film. Le film était déjà sorti au Japon un mois avant, je crois. Et voilà, il avait explosé les scores. C'est dans le top 2 des films les plus rentables au box-office, etc. Enfin bref, ça explose pas mal de records, même en France d'ailleurs. Alors qu'il est, il est sorti aujourd'hui. Enfin, au moment où je tourne, quoi. Euh, donc là, du coup, normalement, la vidéo sort le 20, si tout se passe bien. Donc bref, c'est assez dingue, en vrai de vrai. Et puis même là ça dit que ça sort le 18, sauf que c'est faux, non? Attends, le 7, 18... Ah non, mais ça c'est au Japon. C'est au Japon. Donc voilà, bref. Au niveau de l'animation, rien à dire. C'est parfait, franchement. Il n'y a pas de... Voilà, franchement, il y a pas grand chose à redire sur l'animation. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, en termes de qualité, c'est clairement au rendez-vous. Maintenant, moi, voilà, vous le savez peut-être, hein, j'en parle souvent. Moi, ce qui m'intéresse vraiment
que ce soit dans les films ou dans les mangas, c'est vraiment l'écriture en fait. Qu'est-ce que ça va raconter, le développement de personnages, le développement d'arc. Et donc du coup, j'avais un peu peur au début de me dire, est-ce que vu que tous les personnages sont rassemblés, est-ce que ça va pas partir en grosse bataille générale et au final il n'y aura pas vraiment de place pour du développement et de l'écriture et que ça va juste être des combats. Donc voilà, c'est un peu si je peux comparer par exemple à Marineford, c'est un peu la crainte que j'avais aussi pour Marineford, même si à ce moment-là j'étais très jeune quand je regardais Marineford, mais au final voilà, ça a réussi à super bien gérer en fait l'écriture quand même des persos, même si tous les personnages n'étaient pas développés à Marineford, mais voilà, il y avait quand même cet équilibre là. Et donc du coup bah là j'étais en mode est-ce que ça va comment dire, est-ce que ça va quand même nous proposer, à côté évidemment des combats et un peu du spectaculaire, est-ce que ça va nous proposer de l'écriture, du développement. Et au final ça a plutôt bien été géré, puisque en fait dans ce film il y a eu 3 combats principaux. Alors en fait on a vu tous les personnages se battre, mais quelques secondes à chaque fois, et après on changeait de POV tout le temps. Mais il y a vraiment 3 combats qui sont importants au film. Donc déjà, il faut savoir que le film dure 2h35, ce qui est énorme. Comparé au premier film Demon Slayer, je crois que le premier il durait 1h30, un truc comme ça environ. Donc le train de l'infini avec le pilier du feu contre Akaza, qui était un très très bon film. Mais voilà, donc du coup ce film-là, il dure 2h35, donc comment faire pour tenir un film de 2h35 et que ce soit toujours intéressant, que ce soit pas très long. Il y avait quelques longueurs, mais on va y revenir après. Donc du coup le premier gros combat c'est Shinobu contre Doma. Alors faut savoir que Shinobu c'est l'un des piliers les plus faibles, même si elle reste quand même très très forte. Et Doma c'est la deuxième lune supérieure. Donc déjà on voit dès le début le déséquilibre un peu du combat. Donc en fait voilà, vers le début du film, enfin il y a plusieurs minutes qui passent, etc. Puis on voit Shinobu parce qu'en fait tous les piliers se baladent dans la forteresse pour chercher Muzan. Et là Shinobu arrive dans un temple et elle tombe sur Doma, tout simplement. Donc pas de chance, déjà on voit dès le début que c'est un peu déséquilibré aux premiers échanges, et c'est là que ça devient très intéressant, puisque à ce moment-là on peut se dire comment est-ce que la mangaka va faire pour rendre ce combat intéressant alors qu'il est très déséquilibré. Parce que voilà, on pourrait se dire que au final il n'y a pas grand chose à raconter, parce que il n'y aura pas énormément d'échanges, ils sont pas équivalents en termes de puissance, du coup il n'y a peut-être pas grand chose à raconter. Mais au final, et ça a été super bien amené, au final voilà, il y a une histoire entre ces 2 personnages, puisque Doma c'est lui en fait qui a tué la grande sœur de Shinobu à l'époque en fait. Et donc du coup c'était assez intéressant de faire affronter ces 2 personnages là. Donc voilà, on a eu un peu de développement concernant Shinobu. On aurait peut-être pu en avoir un peu plus, puisque évidemment je vais spoil le film, hein, vous vous en doutez, puisque Shinobu du coup meurt face à Doma. Donc on aurait peut-être pu en avoir un peu plus, mais au final c'est pas si dérangeant que ça en fait. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Vous pouvez voir que les affiches des combats sont très stylées d'ailleurs. Et puis Doma, du coup on a eu un petit peu également de développement, pas énormément non plus, encore une fois, mais Doma de toute façon on va le revoir vu que il est encore en vie, tout simplement, donc on va le revoir au deuxième film. On va avoir peut-être un peu plus de développement, même si on en a eu. Donc en fait c'était assez cool parce que c'est le premier combat et on a eu des 2 côtés des petits flashbacks. On a eu des 2 côtés un peu leur façon de se battre, etc. Et en fait c'était un peu le premier combat du film en mode vous allez voir un petit peu ce qui va vous attendre, tout simplement. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien. C'est vrai que voilà, j'aime bien les 2 personnages, mais sans plus quoi, ça fait pas partie de mes persos préférés.
Mais voilà, du coup, c'était assez intéressant. Le personnage de Shinobu, moi, je le trouve réussi. Et je trouve ça cool, entre guillemets, même si c'est horrible de dire ça, mais qu'elle soit morte au combat, parce que si elle était encore en vie, ça aurait été un petit peu, on va dire, illogique, si je peux dire ça. Parce que bah, quand tu te bats face à la deuxième lune, en sachant que tu fais pas partie des meilleurs piliers, normalement, il n'y a pas de. Là, il n'y a pas d'esprit shonen, je sais pas quoi, là, c'est. Là, t'es juste trop faible, en fait. Et du coup, voilà, ça a été plutôt respecté. Donc voilà, rien à dire par rapport à ce combat. Je pense que ça reste le combat le moins bien des trois combats principaux du film, mais pourtant il reste quand même super bien. Donc c'est pour dire hein, la qualité quand même assez intéressante du film. Donc voilà. Ensuite le deuxième combat c'est Kaigaku contre Zenitsu. Donc là aussi c'est intéressant parce qu'il y a encore une fois ce lien entre ces deux personnages. Vous allez voir que le délire de lien entre ces persos est assez présent dans le film. Shinobu Doma par rapport à la grande sœur de Shinobu qui est morte face à Doma. Donc là, il y a tout ce principe de vengeance que Shinobu a. D'ailleurs, Shinobu, c'est un personnage très calme d'habitude, et là, elle était très, très en colère, en fait. Alors que Doma, à côté de ça, est très... ouais, à ce côté très détaché, en fait. Là, pareil, du coup, Zenitsu et Kaigaku ont un rapport par rapport au passé. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que Zenitsu, d'habitude, on le voit très maladroit, très peureux, très faible en fait. Il n'arrête pas de pleurer, il va tomber tout seul, voilà, il va être en pleurs, etc. Enfin bref, Zenitsu c'est vraiment un perso un peu insupportable entre guillemets à ce niveau-là, même si voilà c'est le but du perso. Mais là, rien à voir, personnage très sérieux, très charismatique aussi, qui a beaucoup plus d'aura que d'habitude. Et en fait, le lien de ces deux persos, bah, c'est tout simplement qu'ils étaient frères d'armes à l'époque. Ils avaient le même sensei. D'ailleurs, leur sensei, c'était un ancien pilier, l'ancien pilier de la foudre. Donc voilà, c'était assez intéressant de les voir tous les deux face à face. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Kaigaku a toujours été au-dessus de Zenitsu. C'était un peu l'élève modèle à l'époque. Et Zenitsu, bah voilà, c'était un peu le mec qui était à la ramasse, tout simplement. Et là, le fait de les voir les deux face à face et voir que Zenitsu a beaucoup évolué, c'est assez intéressant. Il y a aussi ce côté de mouvement, parce que Zenitsu maîtrise que le premier mouvement et Kaigaku maîtrise tous les mouvements sauf le premier. Ce qui fait aussi un petit peu référence au fait que voilà, Zenitsu va étape par étape. Au début, il est très nul et maintenant il est devenu très très fort. Et Kaigaku a toujours été très fort. Du coup, voilà, il saute un peu cette étape-là de premier mouvement, c'est-à-dire de... En fait, les mouvements, c'est une image, en fait, de dire que, voilà, on y va étape par étape. Il a pas été au niveau 1, Kaigaku. Il a directement été au-dessus. Du coup, il a toujours été au-dessus de Zenitsu. Mais dans le combat, ce qui est intéressant, c'est que Zenitsu va utiliser le 7ème mouvement, alors que, normalement, quand on maîtrise la foudre, il n'y a que 6 mouvements. Donc, Zenitsu a inventé un 7ème mouvement. Et là aussi, voilà, évidemment, c'est une image pour montrer que Zenitsu voilà, se dépasse, va au-dessus des règles parce qu'il a appris en fait le décès de son sensei à cause de Kaigaku. Vu que Kaigaku est devenu démon, bah forcément leur sensei l'a très mal vécu et du coup c'est donné la mort tout simplement. Et voilà, c'est encore une fois, c'est intéressant parce que, comme quoi Demon Slayer peut donner des messages, peut donner de l'écriture au récit, et c'est super bien amené. Parce qu'en fait, dire que Zenitsu maîtrise que le premier mouvement, c'est pas juste comme ça, en fait, c'est pour raconter quelque chose. Et dire que Zenitsu maîtrise le 7ème directement après, voilà, pareil, c'est tout simplement pour raconter le fait que voilà, il a aussi ce côté-là de haine envers Kaigaku, parce il est très énervé contre lui, de dire pourquoi il nous a trahis, pourquoi est-ce que
Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? À cause de lui, notre sensei c'est donner la mort tout simplement. Donc bref, combat très intéressant. Et au niveau de l'animation, encore une fois, c'est juste... voilà, l'animation est vraiment incroyable. De toute façon, c'est le gros point fort de Demon Slayer, hein, tout simplement. Si on prend pas en compte le manga, le gros point fort de Demon Slayer, c'est clairement l'animation. Et pour moi, ses persos, qui sont vraiment très cool. Donc voilà. On va enchaîner directement avec le dernier combat. Je vais peut-être un peu vite, mais en même temps, il n'y a pas non plus grand-chose à raconter. À chaque fois, il y a un combat, il y a une écriture du côté des deux persos. Là aussi, comme Shinobu Doma, il y a du flashback. Donc voilà, quand le sensei de Zenitsu dit que Zenitsu est sa plus grande fierté, etc. Voilà, c'est assez... évidemment, c'est assez marquant. Kaigaku a eu un peu d'écriture sans pour autant non plus être tant écrit que ça. Après, voilà, c'est la sixième lune. Alors, normalement, même si t'es la sixième lune, tu dois quand même avoir de l'écriture. Comme, comme Gyutaro contre Tengen, où il avait quand même une bonne écriture alors que c'était la sixième lune. Donc voilà, mais c'était quand même un combat très très intéressant. Ensuite, voilà, le combat un peu star, j'ai envie de dire un peu l'événement du film. Tomioka et Tanjiro contre Akaza. Donc là encore une fois, il y a ce côté de... Il y a un passif entre ces personnages, donc comme Doma et Shinobu avec l'histoire de sa grande sœur, Zenitsu et Kaigaku parce qu'ils avaient le même sensei à l'époque, et du coup Akaza et Tanjiro puisque ils s'étaient déjà affrontés à l'époque dans le train de l'infini, sauf que Tanjiro à ce moment-là était beaucoup trop faible pour faire quoi que ce soit, et du coup il avait vu Rengoku Kyojuro, le pilier du feu, se battre contre Akaza et il pouvait rien faire. Et il y avait cette espèce de comment je pourrais dire ça, sentiment d'impuissance en fait face à Akaza. Mais là du coup ils se recroisent et là il est en mode on va prendre notre revanche pour venger le pilier du feu, Kyojuro tout simplement. Et du coup Akaza forcément il revoit Tanjiro, ça lui rappelle des souvenirs également. Donc voilà, il y a toujours ce côté là de, de passif en fait qui est assez intéressant. En fait c'est pas des personnages qui vont se croiser par hasard. C'est un peu comme la Grande Guerre Ninja dans Naruto. Les persos, enfin comment dire, les persos ressuscités vont pas croiser des shinobi par hasard. Voilà, on a Azuma qui va rencontrer ses anciens élèves. euh, et en fait, et pareil avec Tsunade, pareil avec tout le monde en fait, et littéralement. Donc c'est ça qui est assez intéressant à ce niveau-là. Genre Zabuza qui recroise Kakashi, etc. Enfin bref, on peut tous les faire, hein. Le père de Gaara qui croise Gaara et tout. Donc voilà. Et donc là, du coup, c'est un peu le même style, en mode des persos qui ont déjà un passif se recroisent. Et du coup, ça permet en fait de raconter plus de choses. Akaza aurait pu tomber sur Gyomei ou Sanemi. Ok, le combat aurait été moins long, parce que ça aurait été beaucoup plus dur pour Akaza. Mais ça aurait peut-être raconté moins de choses, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, vu que Tanjiro ressemble beaucoup à un personnage du passé d'Akaza, bah, ça permet en fait de faire le lien avec Akaza et en profiter pour donner un gros flashback au perso d'Akaza pour voilà pour développer en fait son écriture, développer le personnage, puisque dans ce combat, eh bien Akaza va perdre et du coup c'est lui qui va mourir. Là, on avait Shinobu qui perdait, donc on va dire c'est le gentil de l'histoire qui perd. Là, c'est Kaigaku, donc le méchant, on va dire, du combat. Et là, du coup, pareil, c'est Akaza. Donc, on a, en fait, si on fait les comptes, on a un pilier qui est mort et deux lunes. Donc voilà, on verra bien dans le deuxième film ce que ça va donner. Je pense honnêtement que je vais continuer en manga. Parce que moi, à la base, j'avais lu en manga, mais après, je suis parti sur l'animé. Enfin, en fait, je faisais les deux. Mais là, je pense que je vais continuer en manga parce que le prochain film va sortir en 2027 et celui d'après va sortir en 2029.
C'est dans très très longtemps, je pense que ça va. Voilà, j'aurai peut-être pas la patience. Et puis d'ici là, je redécouvrirai en film, donc en vrai, c'est pas très gênant. Bref, petite parenthèse. Mais voilà, donc du coup, en vrai, ce combat, que dire? L'animation est dingue. Vraiment, genre, il y a des scènes un peu en 3D, explosion et tout, c'est assez dingue. Le pilier de l'eau est incroyable. Parce que voilà, il donne un vrai combat à Akaza. Et puis Tanjiro qui a vraiment évolué. Et j'ai beaucoup aimé cette prise de conscience de se dire, ok, en fait, il me manque un aspect du combat, mais je sais pas lequel. Et là, il va se rappeler du combat, du coup, encore une fois, ça fait le lien avec Akaza, du combat de Kyojuro contre Akaza, quand Akaza va dire à Kyojuro qu'il a une grosse aura, qu'il a une grande aura en fait, et du coup Tanjiro va se rappeler de ce moment-là et va dire en fait de quoi il parle quand il parle d'aura. Et donc du coup il va se concentrer là-dessus et il va se rendre compte qu'en fait il lui manquait un aspect super important pour évoluer en combat. Et d'ailleurs il va l'apprendre et il va d'ailleurs faire une technique qui va choquer Akaza et Tomioka, et d'ailleurs Tomioka va le dire lui-même, avec cette technique, il peut rivaliser avec les piliers. Donc cette phrase peut être prise au pied de la lettre ou pas, mais ça veut surtout dire que Tomioka a été choqué par l'attaque, par la technique, et qu'en fait, eh ben, ouais, en fait, il a énormément évolué grâce à ça. Du coup, pareil, il va donner un vrai combat à Akaza, avec l'aide évidemment de Tomioka. Donc en vrai, c'est assez dingue de se dire que Tanjiro a évolué d'un coup, parce que avant ce film, Tanjiro ne pouvait rien faire face aux lunes, mais genre littéralement, c'était toujours les piliers qui faisaient le travail, et là, il est en face de la troisième lune, quand même, et il arrive à tenir la route, en fait. Ce qui est assez dingue. Donc ouais, franchement, alors, s'il était seul, évidemment qu'il serait mort, parce que c'est Tomioka lui a sauvé la vie plein de fois, et il a aussi porté le combat, mais ça reste quand même une grosse évolution. Donc voilà, bon, au niveau du personnage de Tanjiro, il y a ce développement-là de prise de conscience par rapport à la force, et qu'en fait, il faut approcher l'adversaire sans forcément avoir d'animosité pour justement passer un peu plus inaperçu, camoufler son aura, etc. Il y aura son flashback avec son père. Donc là, c'est intéressant parce que même si Tanjiro a eu beaucoup de développement tout au long de la série, forcément, vu que c'est le personnage principal, et ben il y a quand même un travail d'écriture dessus. On va quand même prendre le temps de le développer encore plus avec son père. Voilà, on va voir le flashback où son père lui a montré en fait comment affronter un démon sans pour autant avoir d'animosité, sans pour autant changer son humeur, sans pour autant avoir de la rage, etc. Bon, il lui montre ça avec un ours dans la forêt, mais on peut faire le parallèle avec un démon, en fait. Et c'est ce qui est assez intéressant, en vrai. Euh, et donc, du coup, voilà, on a ce développement-là. Tomioka, le pilier de l'eau, honnêtement, il n'y a pas plus de développement que ça. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas non plus voilà, plus de développement que ça. Je pense que on va peut-être le garder pour la suite. Euh, donc voilà, alors il y a un petit peu de développement d'écriture, mais c'est à travers Tanjiro, c'est à travers le passé où il se dit, où il se remémore en fait le moment où il a laissé Nezuko, etc. Mais c'est vrai que lui, concrètement, son passé, etc. Alors oui, encore une fois, il y a eu un développement de son passé dans la série, avec, je crois qu'il s'appelle... Sak... Non, attends. Sakonji, je crois. Attendez, je vais voir. Non, Sakonji, c'est l'ancien pilier de l'eau. C'était l'ancien maître de... Attendez, en vrai, ça me stresse du coup. Je vais voir. Tac, tac, tac.
Soba, non, je sais plus. Bref, le fameux personnage qui était sur le rocher au tout début de la série, qui a en fait, celui avec son masque là, et même Tanjiro il coupe le rocher, mais en fait il coupe son masque, etc. Bref, les fans de Demon Slayer se rappellent de ce perso, je pense. Donc en fait, voilà, il y a eu quand même un développement de Tomioka avec ce perso-là quand ils étaient plus jeunes, etc. Mais c'est vrai que il aurait pu avoir plus de développement. Comme, parce que Akaza et Tanjiro, en soi, ils ont été plus développés que Tomioka. En tout cas, je trouve. Même si Tomioka a déjà eu ce développement dans la série avant ce film. Donc voilà. Sinon, le personnage d'Akaza, bah, franchement, très très bon perso. Mais vraiment, parce qu'en fait, là, on a tout. Voilà, on a littéralement tout. On a son passé, l'histoire avec ses parents, son père, la maladie de son père, etc. Ensuite, quand c'est devenu un voyou, parce qu'il a été dégoûté de la vie, pourquoi est-ce que mon père est mort et pourquoi est-ce que ces personnes-là sont encore en vie, etc. On peut faire un petit parallèle à la vie réelle, en fait. Ça raconte vraiment quelque chose d'intéressant de bah, finalement c'est pas les meilleures personnes qui enfin, voilà, cette expression de c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Voilà, on peut faire ce parallèle là avec le père de Akaza du coup. Et ensuite on a sa jeunesse où il va rencontrer un maître d'un donjon, d'un dojo, qui ressemble justement à Tanjiro. C'est pour ça que Akaza a une haine face à Tanjiro dès le début. Dès qu'il l'a vu la première fois, il était en mode je sais pas pourquoi, mais il m'énerve. Voilà, quand je le vois, il m'énerve. Et bah, du coup, ça, c'est parce que voilà, il faisait penser à un personnage de son flashback, tout simplement. Et ensuite, voilà, on va voir la relation qu'il a avec la fille, le fait qu'ils vont vouloir se marier, etc. Mais finalement, ils seront morts, le père et la fille, parce qu'ils ont été empoisonnés. Donc voilà aussi ce sentiment de lâcheté, en fait. Vu qu'en fait, les brigands, enfin le dojo d'à côté, ne pouvaient pas les battre à la loyale, bah, ils les ont empoisonnés, tout simplement. Et donc là, Akaza va avoir une grosse haine profonde, et il va tout simplement bah, tabasser tout ce qui bouge, en fait. Vraiment. Et là, Muzan va arriver au meilleur moment. Et du coup, alors en fait, il arrive parce que on parle beaucoup de démons. On dit ouais, il y a un démon dans le coin, machin. Du coup, Muzan arrive pour se dire c'est quoi ce démon de fou, on va voir qui c'est. Et en fait, non, c'est un humain qui s'est transformé en démon parce que il y a une telle haine qu'il l'a déshumanisé en fait. Et en fait, le truc, c'est que Muzan, quand il dit est-ce que tu veux me rejoindre, bah, Akaza lui dit clairement bah, franchement, je m'en fous, j'ai plus aucune raison de vivre, etc. En fait, il s'est déjà transformé en démon avant même que Muzan arrive. Ce que Muzan a fait, bah, c'est tout simplement lui donner sa puissance et l'immortalité, tout simplement. Donc, ce qui est assez incroyable. Et en fait, le fait qu'il le plante avec son doigt dans sa tête, pareil, voilà, c'est pas anodin, c'est que, en fait, normalement, quand tu fais ça, tu tues la personne. Mais là, Akaza est encore en vie parce que, même si en apparence il est humain, en fait, ça y est, il s'est déjà transformé en démon et c'est trop tard. C'est vraiment un cas perdu et c'est malheureux parce qu'en fait, s'il avait eu d'autres trajectoires, une autre enfance, etc., ça aurait pu devenir quelqu'un de très bien et ça aurait pu devenir un pilier même. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Bon, même s'il se bat qu'avec ses poings et qu'il se bat pas avec un sabre, évidemment. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui fait que ça aurait peut-être pas pu devenir un pilier. Quoique, un pilier sans katana, pourquoi pas, mais bref. Donc voilà, gros développement par rapport à Akaza. Ce qui est assez intéressant. Et aussi le fait qu'il veut à tout prix, même quand il perd sa tête, il veut essayer de la recoller, etc. Il veut à tout prix tenir à l'immortalité. Puis au final, en fait,
son corps régène tout seul, mais il se... Comment dire? Il se mutile lui-même parce que voilà, il veut plus vivre. Donc en fait, voilà, il a ce combat avec son propre corps, ce combat avec sa propre personne, il est partagé entre le... Comment dire? La vision de Muzan et la vision de sa copine de l'époque, je me rappelle plus de son nom. Je sais même pas si on le sait son nom. Je crois que si. Bref, voilà, gros, très très gros flashback. Je pense que de tous les persos, c'est le perso qui a été le plus développé à Casa. Ce qui est normal parce que c'est la troisième lune, c'est le personnage le plus puissant en fait de ce qu'on a eu. Alors vous allez me dire, oh, non, le plus puissant c'est Doma. Je suis bien d'accord, sauf que Doma, on va le voir dans le prochain film, c'est pas un combat où il va mourir face à un pilier, donc en fait, il n'y a pas forcément besoin de le développer tant que ça. Même s'il faut le développer, c'est important. C'est pas parce qu'on va le revoir plus tard qu'il faut pas l'écrire, qu'il faut pas le développer en termes d'écriture, etc. Donc ça a été fait, mais pas autant que Akaza, parce que pour le coup, Akaza, bah là c'est terminé en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est pour ça que dans le train de l'infini, on a eu un gros développement sur le pilier du feu, mais pas sur Akaza. Parce qu'Akaza, on le voit plus tard. Et donc là, en fait, c'est un peu le même schéma que Doma. On peut comparer Doma et Shinobu au combat Akaza et Kyojuro. Même si Akaza et Kyojuro, c'était très 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 serré. Là, Doma Shinobu, c'était moins serré. Mais du coup, pas trop de développement pour Doma, parce qu'on va le voir plus tard. Et Akaza, c'est pareil, pas trop de développement face à Kyojuro, parce qu'on va le voir plus tard. Même s'il y a quand même eu un petit peu de développement avant. Donc voilà, en fait, comment dire, cet aspect-là des personnages dans Demon Slayer, cette utilisation, je la trouve super intéressante. Pareil pour Gyomei, en fait, on peut prendre l'exemple de Gyomei, qui a été un petit peu développé avec un flashback dans la dernière saison, dans l'entraînement des piliers, et qui même va être développé par la suite. Voilà, en fait, c'est un personnage qui nous ramène, enfin, qui nous amène pas mal d'éléments. Son lien qu'il a avec le grand chef des piliers qui lui dit à Gyomei, bah voilà, Muzan va arriver, vous allez devoir faire ça, euh, le décapité va pas suffire, il doit mourir avec le soleil, etc. Pourquoi il donne toutes ces infos à Gyomei? Alors déjà de 1 parce que Gyomei, on le sait, c'est le pilier le plus puissant, mais pas que, en fait, c'est pas que pour ça, c'est parce que il sait, et d'ailleurs Kagaya, je sais plus s'il s'appelait Kagaya, mais je crois qu'il s'appelle Kagaya, le dit lui-même, en fait, lui, il va se sacrifier, mais il dit à Gyomei, bah voilà, moi je vais me sacrifier, je vais faire ci, je vais faire ça, et je sais que toi tu vas m'écouter directement, que tu vas pas m'empêcher, etc. Pas comme les autres piliers. Donc voilà, je vais te donner tes ordres, enfin les ordres à toi en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Gyomei non seulement c'est le plus puissant, mais en plus de ça, c'est aussi le plus puissant euh, dans la tête en fait. C'est-à-dire qu'il va avoir cette sagesse-là de se dire je vais laisser mon maître faire ce qu'il a à faire et je vais pas l'arrêter parce que pour lui c'est la meilleure chose à faire en fait. Tout simplement. Et d'ailleurs, il a vraiment et c'est pour ça que moi j'adore Gyomei. C'est mon perso préféré avec Kyojuro. C'est qu'en fait, par exemple, quand on. Quand on. Comment dire? Quand on va voir Shinobu mourir face à Doma, il y a les corbeaux qui vont donner l'info à tous les piliers, etc. Et en fait, on a donc du coup, bah voilà, cette tristesse de tous les piliers, etc. On voit Tomioka et Tanjiro qui sont vraiment dégoûtés, etc. Donc voilà, ils sont un peu, ils savent pas trop comment réagir face à la mort. Par contre, quand on a Kagaya qui se donne la mort face à Muzan, on a, je sais plus qui, un pilier, je crois que c'est Muishiro, le pilier de la brume, qui va demander à Gyomei, il va dire
Ouais, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le maître et tout. Et il va dire une phrase qui m'a marqué, il va dire, il nous a devancé dans l'au-delà. En fait, c'est pas genre il est parti, il nous a quitté machin, il nous a devancé dans l'au-delà. C'est que, en fait, il y a une vie après la mort, tout simplement. Il y a une autre vie que Kagaya d'ailleurs explique à Muzan. D'ailleurs, ça, on va y revenir juste après parce que c'est super intéressant. Et en fait, voilà, Gyomei a un peu ce même état d'esprit que Kagaya. Attendez, je vais voir s'il s'appelle vraiment Kagaya parce que depuis tout à l'heure, je l'appelle comme ça, mais. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ubuyashiki Kagaya. Donc voilà, en fait, ce côté-là de il nous a devancé dans l'au-delà, c'est assez poétique, on va dire, pour dire bah, que le mec est juste mort, en fait, qui s'est donné la vie. Parce que voilà, et puis il le dit après, il voulait pas ne rien tenter, en fait. Donc voilà, je pense qu'on a parlé à pas mal des trois combats. Et donc du coup, ouais, je veux revenir un petit peu sur le tout début du film. Le tout début, le message de Kagaya face à Muzan. Muzan qui cherche l'immortalité. Muzan qui est vivant depuis des siècles. Alors qu'à côté de ça, Kagaya est malade depuis longtemps. Kagaya est très jeune et il va mourir. Donc en fait, il y a vraiment cette opposition-là. T'en as un qui est immortel et qui est là depuis des siècles. Ça fait depuis des siècles qu'il vit. Et t'as l'autre qui a une vingtaine d'années. Je sais plus à quel âge exactement. Mais je crois que Kagaya est à 24 ans ou 25 ans. Attendez. Tac, 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 tac. On va voir ça tout de suite. Kagaya est un homme d'une vingtaine d'années. Ok. On n'a pas plus de... Il a 23 ans. Ok, voilà. Donc c'est ça en fait. Il va mourir très très jeune. Donc en fait, il a une vie très courte. Contrairement à Muzan qui a une vie très longue. Pourtant, il va dire en fait que des deux, au final, celui qui est immortel, le vrai personnage qui est immortel en fait, bah, c'est Kagaya. Pourquoi? Parce que même s'il est mort maintenant, il vit à travers les personnages, il vit à travers les piliers. Et on le voit dans le film, les piliers parlent de lui, même s'il est mort, parlent du maître. Ils se battent pour lui, pour le venger, etc. Donc en fait, il y a ce côté-là de... c'est un peu comme le message de Iluluk dans One Piece. Au final, on meurt quand plus personne se souvient de nous, en fait. C'est ça la vraie mort d'un personnage. Et du coup, Kagaya, bah forcément, même s'il est mort à l'âge de 23 ans, euh, en réalité, bah en fait, il est immortel grâce au personnage parce que beaucoup de gens le respectent, contrairement à Muzan. Muzan, en vrai, et on l'a vu même, d'ailleurs, juste avant l'arc du train, on l'a vu qu'en fait, les lunes, surtout les lunes inférieures, suivent Muzan, respectent Muzan parce qu'ils ont peur de lui, en fait. C'est même pas par respect, pas comme les piliers. Les piliers, ils ont pas peur de Kagaya parce que Kagaya, voilà, c'est quelqu'un de très faible, de très malade, alors que les piliers sont très puissants. Mais en fait, ils sont vraiment il l'écoute vraiment, il se prosterne face à Kagaya, on l'a vu à la fin de la saison 1, par respect et pas parce qu'ils ont peur de sa puissance. Contrairement à Muzan, qui lui est vraiment au-dessus de la chaîne alimentaire du côté des démons. Et du coup, les démons le respectent parce que ils ont peur de sa puissance en fait. Tout simplement. Donc cette opposition-là est super intéressante. Et aussi Kagaya a beaucoup d'enfants. Donc voilà, à travers ses enfants, il va quand même vivre à travers ses souvenirs, etc. Alors que Muzan, bah en fait, il est moins immortel au final que Kagaya. Parce que Muzan, voilà, déjà tout le monde veut sa mort. D'ailleurs, il y a un personnage, je sais plus lequel, qui dit de toutes les personnes dans le monde, t'es celui qui doit le plus, t'es celui qui doit le mourir en priorité en fait. Je sais plus qui dit ça. Bref. Donc voilà, et ça c'est assez intéressant en fait. Tout simplement. Bref, grosse vidéo au final. Je pensais qu'elle allait être courte, mais au final il y avait pas mal de choses à dire. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées.
Voilà, concernant les piliers, genre Sanemi, Obanaï, Gyomei, tout, enfin les piliers les plus forts, tout ça, on les a pas trop vus. On les a un petit peu vus, mais pas tant que ça. On va les voir dans les prochains films de toute façon. Donc voilà. Normalement, le prochain film va sortir en 2027 et celui d'après va sortir en 2029. Et avec ça, ça clôturera tout simplement Demon Slayer. Je rappelle que le manga a 23 tomes. Le 23 c'est le dernier, donc voilà, c'est Demon Slayer en manga, c'est déjà fini depuis longtemps. Euh, En vrai, c'est cool parce que au moins ça abuse pas du concept. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est bien qu'il y a une espèce de coup d'accélérateur, on va dire, en mettant tous les piliers, toutes les lunes dans le même endroit d'un coup. Voilà, l'histoire a pris une tournure, a pris une toute autre tournure en ayant bien accéléré ce côté-là. Je trouve ça cool en fait. Comme ça, on tire pas en longueur. Il n'y a pas toujours une lune qui vient, un pilier qui se bat, ensuite une autre lune qui arrive et tout. Là, voilà, maintenant ils sont tous au même endroit, donc on sait que ça va se terminer maintenant. Et je trouve ça assez cool. Et puis, et puis grâce à ça, ça permet en fait de mettre des combats utiles à l'histoire, tout simplement. C'est pas du fan service, en fait, c'est pas juste des combats comme ça. C'est utile à l'histoire, ça apporte quelque chose à l'œuvre, et je trouve ça intéressant. Tout simplement. Bref, en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.